Ni amaman e lai pia me so kwa me ken chonia ni Juan e ni apane amaman lai pia ni kwa me ken la iche achen la na petishele she mi mene fe la iche khachapan au letia chkwach. Juste quelques mots dans ma langue maternelle, le djirou, parlé sur l'île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie. Simplement pour marquer mon humilité avant de commencer cette présentation. Alors, je m'appelle Fabrice Ouachali, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je travaille à l'ESPE, je suis rattaché à l'ESPE, donc on forme les enseignants. Et pour ma part, j'ai une implication particulière sur le suivi des enseignants impliqués sur la spécialité langue et culture kanak. Donc ceux qui se prédestinent donc à enseigner les langues et la culture kanak, notamment dans le premier degré. Je suis aussi responsable pédagogique de la filière du DU LCOA, langue, culture océanienne et apprentissage, qui forme les enseignants du second degré aussi à l'enseignement des langues et la culture kanak. C'est bon. Donc, la présentation, je l'ai intitulée ainsi parce que nous nous approchons du 4 novembre, qui sonnera la fin de la période de l'accord de Nouméa. Et donc, le peuple calédonien aura à se prononcer sur le maintien ou non de la Nouvelle-Calédonie dans le système français. Et donc, cette échéance approchant, j'ai souhaité tirer donc un bilan de la mise en œuvre de l'enseignement des langues et de la culture kanak au sein du système éducatif de la Nouvelle-Calédonie et dresser en conclusion quelques perspectives. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que Stéphanie l'a fait avant moi. Donc 28 langues kanak parlées en Nouvelle-Calédonie, 11 dialectes et un créole. Donc un créole qui n'est pas généralisé, hein, qui est propre à une tribu particulière. Parmi ces 28 langues kanak, 16 sont en danger d'extinction. Alors pour ces trois parties, donc j'ai décidé de réinvestir des termes de l'accord de Nouméa. Donc avant 1988, la période de la colonisation, disons, donc avant cette période de 88 à 2018, donc les 30 ans d'accord de paix en Nouvelle-Calédonie, et donc les nouvelles perspectives qui vont s'offrir à nous pour le futur. Donc, comme je disais, j'ai repris des termes, hein, disons, de l'accord de Nouméa, le passé de la colonisation, le présent, celui du partage pour le rééquilibrage, donc, et ensuite la construction finalement de la communauté de destin en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, mais je renvoie aux travaux de Marie Salin, qui a beaucoup travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, mais également ici en Polynésie française, pour parler justement de cet historique avec en 1863, donc soit 10 ans après la colonisation, donc une interdiction prononcée par le gouverneur Guillain à l'époque, hein, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, qui a interdit l'usage des idiomes kanak, hein, des langues kanak, au sein de l'espace public, et ça comprenait nécessairement les écoles, jusqu'en 1946, où il y a eu cette période de la fin du régime de l'indigénat, où donc les Kanaks sortaient finalement de leur confinement dans les réserves. Donc on parle de ségrégation, elle était unilatérale dans le sens où seuls, c'est finalement les colons qui ont décidé ainsi. Donc en 1944, paradoxalement finalement, le premier enseignement de langue kanak était quand même réalisé à Paris, notamment à l'Institut national des langues et civilisations orientales, hein, à l'INALCO à Paris, sous l'impulsion de André-Georges Audricourt. Donc c'était interdit en Nouvelle-Calédonie, mais on l'enseignait en France.
Alors cette loi a été abrogée finalement en 1984 sous l'impulsion de Jean-Marie Tjibaou qui était arrivé au pouvoir dans le gouvernement provisoire. Et donc, une de ses premières mesures, c'était d'abroger justement cette loi Guy 1, et qui donc a permis justement une réelle prise en compte des langues kanak à l'intérieur du système éducatif. Ça faisait suite finalement à des mouvements de revendication culturelle de la part des Kanaks indépendantistes, qui a connu son paroxysme finalement avec notamment Mélanésia 2000, organisé par le même Jean-Marie Tjibaou en 1975. Et donc, à la fin du régime de l'indigénat en 1946, les Kanaks sont finalement les réserves ont été abolies. Et finalement, on est rentré dans ce que Marie Salin appelle une politique assimilationniste. Donc les Kanaks finalement étaient acceptés à l'intérieur du système éducatif, mais pas leurs croyances, pas leur culture, pas leur langue. Donc on était vraiment dans une phase où les Kanaks étaient reconnus en tant qu'êtres, mais pas finalement tout ce qui les composait finalement. Donc en 1984, j'ai aussi signalé la création des EPK, Écoles populaires kanak, qui a traduit finalement une ségrégation cette fois-ci bilatérale. C'est que finalement les deux systèmes se rejetaient et les Kanaks ne se reconnaissant pas finalement dans cette politique assimilationniste ont décidé de créer leur propre école basée justement sur les cultures et les langues. Et donc ça a généré finalement une période assez de grands troubles, disons, en Nouvelle-Calédonie, et qui a vu finalement aboutir finalement ces accords de paix en 1988, notamment avec les accords de Matignon-Oudinot. Donc encore une fois, je renvoie aux travaux de Marie Salin pour cette période. Alors j'avais mis des animations, mais finalement je vais vite les passer. Donc en 1988, accord de Matignon-Oudinot. En 1992, finalement, la loi d'Exxon est étendue à la Nouvelle-Calédonie. Loi d'Exxon qui existe quand même en France depuis 1951, mais nous, il a fallu attendre quand même 1992, une période assez longue, même si les revendications culturelles kanak avaient déjà soulevé le problème depuis 1971. Et donc, les langues régionales étaient mises en place, étaient reconnues en France, mais pas en Nouvelle-Calédonie. 1998, l'accord de Nouméa, et donc dans l'accord de Nouméa était prévue la création d'une filière langue et culture régionale, comme celle qu'on a ici à l'Université de Polynésie, donc créée un an après, et dont Suzy Béarounet, ma collègue, est la responsable. De 2003 à 2004, il y a eu une expérimentation donc, pour la mise en œuvre de l'enseignement des langues et cultures kanak dans le premier degré de l'enseignement, et notamment en cycle 1. Et donc en 2005, il y a eu la délibération 118 votée au Congrès et qui a permis justement de mettre en œuvre cet enseignement dans le primaire. En 2006, les enseignants sont finalement, on a un concours pour les enseignants, donc PELCK, professorat des écoles langue et culture kanak, et il y a aussi des instituteurs formés par l'IFM-NC pour les langues et la culture kanak. Donc, dans le cadre notamment de la préparation au concours, en 2010, il y a eu une grande période. Alors, entre 2006 et 2010, pas mal de colloques, pas mal de conférences, justement, pour réformer le système éducatif pour une meilleure prise en compte des réalités culturelles et linguistiques. Qui ont donné lieu finalement à 400 débats autour de l'école calédonienne. Et en 2012, il y a eu un service créé précisément pour organiser, structurer tout l'enseignement des langues et la culture kanak. Il y a eu la révision des programmes pour le premier degré, donc qui intègre finalement dans le quota horaire les langues et culture kanak, la création d'un laboratoire sur l'IFU
qui justement est chargé d'étudier la mise en œuvre de la culture kanak. Donc ils ont un langage un peu différent. Et donc la formation en DU qui a été créée avec la collaboration de mon collègue Jacques ici présent, notamment pour les enseignants du privé. Donc il y a eu une accélération finalement en 2016 avec le vote de la délibération 106 du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Donc le ministre actuel de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie est Hélène Nyekawe. Hélène Nyekawe, membre du gouvernement donc en charge de ce secteur, qui est issue de la filière LCO. Donc elle est enseignante et donc sous son impulsion conjuguée avec celle du vice-recteur qui a été nommé cette année-là, Jean-Charles Ringard-Flamand, il y a eu un coup d'accélérateur, disons, pour la mise en œuvre de cet enseignement dans le système éducatif. Et donc, il y a eu un programme notamment élaboré pour le second degré. Et donc, il y a eu une généralisation aussi. Donc, le projet éducatif calédonien met en évidence justement les éléments fondamentaux de la culture kanak obligatoire pour tous les élèves. Donc, voilà, il n'y a pas de choix. C'est tous les élèves en Nouvelle-Calédonie ont droit à ces éléments fondamentaux de la culture kanak. Alors obligatoire dans le second degré et c'est en train d'être mis en place également dans le premier degré, notamment depuis cette année. On a mis en place aussi l'année dernière le DU LCOA, donc on a réactivé, disons, le DU LCOA pour la formation des enseignants, des professeurs du second degré parce que beaucoup sont locuteurs mais n'ont pas vraiment de statut. Hein. Ils sont maîtres auxiliaires, donc pas de réel statut, disons, dans cette fonction. Donc on est en train d'essayer de rattraper le coup. En 2018, donc cette année, on a procédé également à l'habilitation des enseignants du premier degré. Et donc on a sollicité notamment les enseignants titulaires qui sont kanak d'origine, ou qui parlent plutôt une langue kanak, justement pour leur demander s'ils voulaient bien passer une habilitation supplémentaire pour avoir la possibilité de mener également cet enseignement, puisque la ressource la ressource humaine est relativement pauvre. Donc cette année, il y a eu aussi la mise en œuvre de l'Observatoire de la réussite, enfin. Et donc, ils sont encore en train de se mettre en place. Et les langues kanak, donc, qui sont déjà depuis 92 en option baccalauréat, les 4 plus grandes langues, le djehu, le nengone, le païti et le handieu. Ces langues-là feront partie aussi des évaluations au DNB, au brevet des collèges, à partir de cette année. Donc, il y a eu quand même une grosse avancée. Et j'aimerais quand même souligner que sur les 2 dernières années, au fait, il y a eu quand même des avancées assez considérables. Je vais essayer de terminer rapidement par un petit bilan. Donc finalement, les langues et la culture kanak sont présentes dans tous les degrés, disons, de l'enseignement. Donc à la fois dans le premier degré, le second degré, donc collège et lycée, et l'université. Donc vous voyez dans le quota horaire que c'est quand même assez maigre pour le moment. Donc notamment à cause de la ressource qui est encore assez faible. Mais que c'est déjà une première avancée. Donc sur les chiffres que j'ai pu récupérer, notamment pour cette année, alors il me manque le nombre d'étudiants sur les 3 degrés de l'enseignement. Donc on a 10 langues qui sont enseignées sur les 27 possibles. Dans le second degré, on a les 4 langues qui sont prévues justement au baccalauréat en option. Alors on a quand même inclus 8 langues supplémentaires, donc au-delà de ces 4 langues majoritaires, disons, on a aussi prévu d'autres langues. Et à l'université, on est aussi centré sur ces 4 langues en question. Donc, sur le premier degré d'enseignement, j'ai noté le niveau. Donc,
En cycle 1, notamment pour la province sud, on est, pour l'instant, c'est un enseignement que l'on donne au cycle 1. Donc, il y a une expérimentation prévue qui doit conduire aussi à une généralisation sur le cycle 2 et le cycle 3. Par contre, en province nord et île, j'ai peut-être omis de montrer le découpage. On a cet enseignement dans tous les niveaux. Il y a une généralisation qui sera progressive, notamment pour le second degré, notamment pour les éléments fondamentaux de la culture kanak. Et je vais m'arrêter là. Pour le bilan, alors juste pour quelques éléments, disons, de perspective. Donc, on doit continuer à travailler sur la structuration de cet enseignement, notamment en complétant les programmes, notamment pour ceux de lycée qui en manquent encore. La révision des programmes actuels pour le premier degré. La formation des enseignants que l'on doit poursuivre, également la création d'outils didactiques pour cet enseignement. Là aussi, c'est assez pauvre pour le moment. Des bases de données qui ciblent justement le nombre d'élèves, le nombre de langues, etc., puisque pour l'instant, on n'a pas de données assez fiables, disons. Et mesurer les effets finalement de cette éducation, donc dans la réussite scolaire, puisque c'était quand même une des ambitions de cet enseignement. Donc voilà, pour finir, j'aimerais rendre aussi hommage, comme l'a fait ma collègue, à Gérard Lavigne, qui s'est beaucoup battu pour intégrer cet enseignement et qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà. Olé Tiachouach.